Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et tout de suite, notre invité, c'est Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat UNSA des enseignants. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voulais revenir avec vous sur les déclarations d'Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse sur l'école. L'école, cette priorité des deux quinquennats. Qu'est-ce que vous avez pensé des dernières déclarations du chef de l'État ? Une fois de plus, c'est encore une grand-messe complètement hors sol par rapport à la réalité de l'école. Il nous a habitués à ça depuis son premier quinquennat, mais encore plus depuis le second. Il considère que c'est son domaine réservé et donc il pense qu'il doit imaginer toute la politique de l'école, mais en étant complètement déconnecté de la réalité des problématiques du système éducatif. Donc toutes les annonces qu'il a fait vont exactement dans le même sens. Il nous parle de la Marseillaise, il nous parle de la tenue unique, il parle du théâtre à l'école, mais il se pose pas une seule seconde la question des moyens nécessaires pour mettre en place tout ça. Et en tout cas, il se pose pas la question de quelle est la réalité du système éducatif que nous avons en France. Or, nous avons un problème majeur qui est nié par le gouvernement actuel, par le président de la République, c'est que nous ne faisons pas réussir tous nos élèves. C'est-à-dire que la difficulté du système éducatif, c'est une difficulté déjà pour attirer, parce que nous avons des professeurs qui sont mal payés, qui travaillent dans des conditions extrêmement dégradées, et nous avons un système scolaire qui ne fait pas réussir les élèves les plus défavorisés. C'est ça le problème. Et c'est un problème pour l'avenir de notre pays. Justement, vous parlez d'un président hors sol qui parle un peu de ses marottes, le théâtre à l'école, l'histoire de l'art, etc. Mais ça dit quoi en fait d'avoir nommé successivement deux ministres de l'éducation, Gabriel Attal issu de l'école alsacienne, du privé, et puis Madame Oudéa-Castéra, totalement hors sol avec ses propos sur Littré, Stanislas, qui ne connaît pas non plus le service public de l'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas là un mépris vis-à-vis de l'école publique ? Alors, il y a un mépris, c'est justement la raison pour laquelle notre organisation syndicale, le SEUNSA, appelle tous les personnels de l'école publique et laïque à se mobiliser le 1er février pour justement demander le respect. C'est-à-dire que le ministre de l'Éducation nationale de la République, il doit être avant tout le ministre qui défend l'école publique et laïque. Or, c'est pas le cas. Nous sommes dans notre pays dans un système qui marche depuis les années 60 à l'envers. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous finançons avec l'impôt de tout le monde. Nous finançons l'enseignement privé, les salaires des profs. C'est des millions, Stanislas, on a appris que c'était des millions pour l'établissement privé, avec en plus la région qui abondait sur certains travaux sur les établissements privés. Il y a deux choses, c'est-à-dire que vous avez des subventions, alors la mairie de Paris vient d'interrompre les subventions qu'elle donnait, mais il y a aussi la région, et vous avez l'État qui paye le salaire des professeurs. C'est-à-dire que c'est l'impôt de tous nos auditeurs qui servent à financer le salaire des enseignants de ces établissements. Et ça, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur pour notre pays, parce que si on regarde ce qui s'est passé maintenant depuis 60 ans, finalement, on a amené à une paupérisation, une ghettoisation de certains secteurs, de certaines écoles, au profit de l'enseignement privé. C'est-à-dire que vous avez, alors qu'il y a un système privé qui existe, pourquoi pas, mais à ce moment-là, les gens qui mettent leurs enfants dans le privé, bien après, c'est à eux, ils font un choix, c'est à eux d'assumer. Or, c'est pas ce qui se passe dans notre pays. Mais le problème, en fait, c'est pas tant le choix qui est là, c'est l'écart qui ne fait que s'agrandir entre les établissements les plus favorisés, qui sont souvent dans le privé, par rapport aux établissements publics, notamment dès le collège. Et c'est ça il n'y a pas de volonté politique, en fait, de réduire ces écarts, ou bien de pousser à la mixité dans des établissements. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une certaine lâcheté politique. C'est-à-dire que doit faire l'État et que doit faire le président de la République et son gouvernement ? Ils ont une mission par rapport à la République et par rapport à la formation des citoyens. La priorité, ça devrait être eux. Il faudrait être en capacité de faire des choix. Et on le voit sur le financement, mais on le voit aussi sur la politique qui est choisie pour l'enseignement public, la politique du choc des savoirs. Ça veut dire quoi concrètement ? Eh bien, ça veut dire que nous allons faire et qu'on demande à l'enseignement public de faire lui aussi des classes de niveau. C'est-à-dire que vous mettez les élèves les plus en difficulté ensemble
Ils vont suivre ensuite un cursus, donc ça va commencer 6e, 5e dès la rentrée prochaine. Ça va se poursuivre l'année suivante en 4e, 3e. Et vous avez des classes qui seront des classes avec les élèves qui réussissent le mieux. Et donc, on va créer des classes d'élite aussi à l'intérieur. Donc, on va aussi fragmenter. On va fragmenter à l'intérieur de l'enseignement public. Et c'est quoi le projet de société qu'on veut dire? Parce que le président de la République, il nous sort des idées. Alors ça, il a des idées dans tous les coins. Il nous sort une cérémonie. Une cérémonie à la fin de la troisième. La remise de diplôme. Voilà, c'est ça. Une cérémonie pour la remise de diplôme. Oui, mais qu'est-ce qu'on va dire aux élèves qui vont entrer dans les groupes des plus faibles en 6e? Ils vont se retrouver dans le groupe les plus faibles. On nous raconte qu'il va y avoir des possibilités de passerelles, mais l'organisation des établissements, ça va pas fonctionner comme ça. Une fois que vous avez fait des emplois du temps avec les professeurs, ça marchera pas. Ce qu'on nous raconte, ce sont des bobards. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces élèves qui vont entrer en 6e, qui seront dans le groupe 1, ils peuvent déjà être assignés à leur place d'élèves qui sont pas en réussite. Ils iront moins loin dans les programmes, et c'est les mêmes que vous allez retrouver qui n'auront pas le brevet. Et donc, on peut leur dire d'entrée de jeu qu'ils n'assisteront pas à la cérémonie dont parle le président de la République. Enfin, c'est assez terrible parce que ce qu'on voit depuis Emmanuel Macron au pouvoir, c'est l'éducation vue comme une marotte un peu, avec des gadgets, cette idée de l'uniforme, la Marseillaise, la cérémonie de remise de diplôme, le coup de com' de la Baïa piloté depuis l'Élysée pour mettre en selle Gabriel Attal. Qu'est-ce qui s'est passé en 5 ans de Jean-Michel Blanquer déjà? Est-ce qu'il en reste quelque chose? Est-ce que c'est pas une destruction encore avancée de l'éducation nationale plutôt qu'un projet? Qu'est-ce qu'on voit en fait? Parce que à part ces annonces non suivies d'effets ou ridicules, l'uniforme ça va rien changer sur les inégalités. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans? Alors, on peut dire que même par rapport à Jean-Michel Blanquer, la politique du choc des savoirs, il va plus loin. Parce que là, ce que là on est en train de faire à travers ça, c'est que on remet en cause la fonction de l'école républicaine. L'école républicaine, elle doit permettre à tous les enfants de la République, les futurs citoyens, d'avoir une place et un certain niveau d'éducation dans la société. Et là, depuis l'arrivée de Gabriel Attal et la nouvelle musique, et depuis les propos du président de la République cet été, on va très clairement dans un renoncement. C'est-à-dire qu'on renonce à une démocratisation par l'école. On avait, avec le collège unique, dans les années 70, introduit la massification. C'est-à-dire qu'il y avait le collège unique pour tous les élèves. Au bac, c'est ça. Exact. Avant même la classe d'âge, quand on a décidé qu'en fait, tous les élèves iraient au collège. Avant, vous aviez une filière pour les bons élèves, qui pouvaient aller dans les petits lycées, puis une filière pour les élèves qui n'allaient pas réussir, qui allaient simplement dans les cours supérieurs, en gros. Donc à partir de 75, on s'est dit on met tout le monde ensemble pour amener l'ensemble de la population scolaire à un plus haut niveau de qualification. C'était ça le projet. Et on avait fait cette pacification, mais qui avait posé des problèmes. Et ce qu'on n'avait pas réussi, c'était la démocratisation. C'est-à-dire que notre système, et les dernières études le montrent encore, les dernières études, elles montrent quoi? Elles montrent que pour les élèves les plus fragiles, il n'y a pas les moyens suffisants. Après, on a tout un discours. On a un discours, mais qui n'est pas en proie avec la réalité. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, des investissements historiques, revalorisation historique des professeurs et tout ça. Bon. Il faut regarder ça par rapport à la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est de regarder non pas un chiffre en valeur absolue. Depuis le début du budget de l'école, tous les budgets augmentent, on va dire en valeur absolue, tous les ans. Mais vous avez le prix de l'inflation, et donc quand vous regardez les choses par contre en euros constants, regardons par exemple la différence d'investissement dans l'éducation qu'on avait en 95 et maintenant. On est à 1% du produit intérieur brut en moins. Ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose de la réalité. Et en fait, on raconte, et effectivement, on annonce des gadgets, tout un tas d'idées. Quand on voit le prix des uniformes par rapport à ce que pourrait être l'investissement dans les établissements ou les nouveaux professeurs, c'est incroyable de mettre ça en avant plutôt que d'investir réellement sur le long terme pour autre chose qu'un gadget qu'est l'uniforme. Ça interroge vraiment sur la volonté de ce gouvernement. C'est une volonté, on va dire, qui est ultra libéral en termes de développement. C'est-à-dire qu'on n'a plus de préoccupations où on pense que l'État
un rôle à jouer pour permettre à tous les élèves de pouvoir accéder à un niveau d'éducation. Donc on fait des choix en conséquence. C'est-à-dire qu'on va pas mettre les investissements. On se pose pas la question de tous ces élèves qui sont en difficulté de réussite. Quand on voit par exemple dans les écoles les enseignants spécialisés, ceux qui permettaient à tous ces élèves qui étaient en difficulté d'éviter qu'ils s'enfoncent dès le départ, en étant un peu dans ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire qu'on va traiter les difficultés avant qu'elles soient solidement créées. Quand vous regardez par exemple, je vous donne un exemple très concret, un élève qui a des difficultés de lecture parce qu'il a un problème de vue, un problème médical. C'est difficile dans certains milieux de trouver simplement un ophtalmo. Alors c'est difficile partout en France, mais ça peut être encore plus difficile parce que si vous avez des dépassements d'honoraires, vous repoussez. Est-ce qu'on a des médecins scolaires qui peuvent faire des tests de vue et dire à un enfant de 6 ans, lui il va avoir des problèmes de vue? Si le gamin il voit pas, vous pensez qu'il va pouvoir apprendre à lire? Non. Eh bien, par exemple, la médecine scolaire, on voit qu'elle est complètement sinistrée. Elle est sinistrée. Il faut se demander pourquoi. Les conditions de travail. Vous avez un médecin qui doit s'occuper de plusieurs milliers d'élèves. Comment vous voulez qu'il travaille correctement? Les assistantes sociales, vous en avez pas dans toutes les écoles pour accompagner des familles qui seraient en difficulté. Donc il y a des choix. Il y a des choix si on veut. Mais l'école peut pas tout faire. On peut pas demander à l'école d'être à la fois dépistage, santé. C'est pas l'école, mais vous aviez initialement des services santé, sociaux qui étaient là mais parce qu'ils sont utiles pour l'apprentissage. Plus près, en fait, des enfants, c'est ça. Pour pouvoir apporter des réponses. Quand on voit la non-utilisation d'une partie des bourses parce qu'on n'a pas d'assistante sociale en nombre suffisant pour pouvoir aider les familles. Toutes ces questions-là, elles sont fondamentales parce que soit vous créez très tôt les conditions de la réussite auprès des élèves, soit vous ne le faites pas. Donc effectivement, je pense qu'il est plus utile de venir abonder les crédits pour avoir des enseignants spécialisés, pour avoir ce qu'on appelle les enseignants des rasettes qui fonctionnent dans les écoles pour venir aider les élèves en difficulté, d'avoir une assistante sociale qui soit capable d'identifier une difficulté de famille. Quand on en a entendu parler encore, des enfants qui vont dormir dans la rue et qui vont aller à l'école. Vous pensez que ces enfants-là, c'est la même chose? Ils ont dormi toute la nuit dans la rue, ils n'ont pas à manger le matin quand ils arrivent à l'école. Comment veut-on que ces élèves soient en capacité de réussir? Il y a des priorités. Il y a une responsabilité politique parce que le président de la République, le gouvernement, on peut avoir des différences d'appréciation politique, mais ils ont une responsabilité par rapport à l'avenir de notre pays parce que il faut impérativement qu'on s'occupe des enfants. Et c'est cela. La grande hypocrisie, on va dire le coup médiatique, parce que la communication est bonne au niveau du gouvernement, au niveau de l'Élysée. On a préparé les annonces sur le choc des savoirs. Le jour même, on avait les résultats PISA. Et on s'est servi de deux choses. Elle disait globalement deux choses, ces études. L'élément le plus important, c'est qu'on continuait à pas réussir avec les élèves les plus faibles. Et puis la deuxième information, c'est qu'on avait un tout petit peu moins de très très bons élèves qui réussissaient très très bien en maths. Eh bien, on s'est appuyé là-dessus pour lancer une politique, ce qui a permis de camoufler, de cacher ce qui est complètement à l'écart des préoccupations gouvernementales. Ouais. Mais justement, vous dites que la communication était millimétrée par rapport à PISA. Depuis la nomination d'Amélie Oudéa-Castéra, on peut dire que la communication fait couac sur couac. Comment les enseignants ont pris cette énième diatribe méprisante sur l'absentéisme des professeurs dans le public? Enfin, c'est une légende urbaine, puisqu'il n'y a pas plus d'absentéisme auprès des professeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol de la profession d'être systématiquement critiqué pour l'absentéisme, d'être soi-disant ceux qui ne travaillent pas, qui ont beaucoup de vacances? Enfin, c'est quand même un cliché qu'a la vie dure. C'est un cliché qui est entretenu. Et puis, en plus, il faut faire attention aux mots. On n'a pas parlé au départ des absences non remplacées des professeurs. On parle d'absentéisme. C'est-à-dire qu'un problème qui est celui du système, à savoir qu'il n'y a pas assez de remplaçants dans l'éducation nationale. Et ça, c'est un vrai problème. On le transforme en absentéisme des professeurs, alors que tous les éléments sérieux, quand on regarde la réalité des faits, indiquent le contraire. Bon, après, c'est sûr que avoir une ministre de l'Éducation qui explique qu'elle a mis ses enfants dans le privé parce qu'il y avait un problème d'absentéisme, après on découvre que c'est pas vrai. Mais surtout, c'est quoi son travail à la ministre de l'Éducation nationale? Est-ce que c'est pas justement d'avoir un nombre suffisant de remplaçants? On le sait très bien.
On a des difficultés, on voit bien que dans le second degré, concrètement, la difficulté c'est sur le remplacement de courte durée, mais pas que. Il y a des rapports de la Cour des comptes, et que la plupart du temps c'est le système lui-même qui crée, mais il crée ces difficultés parce qu'on ne crée pas suffisamment de postes de remplaçants. Après vous avez des postes de remplaçants, mais il faut avoir encore des profs à mettre dessus. Or justement on n'attire plus. On n'attire plus parce que les conditions de travail sont dégradées. On a du mal à trouver des professeurs. Devenir remplaçant dans le second degré, votre territoire, c'est quasiment toute une partie de l'académie. On vous appelle du jour au lendemain pour aller faire un remplacement. Et vous avez des conditions. Alors déjà, vous n'avez pas de véhicule de fonction, c'est avec votre véhicule personnel, donc vous avez bien des indemnités qui vous remboursent partiellement les frais, mais vous avez des conditions de travail qui sont épouvantables. Et dans le premier degré, eh bien, on n'en crée pas suffisamment. On va supprimer encore des postes cette année, alors que on sait très bien que dans toutes les écoles, vous avez des parents qui vont vous le dire. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Il y avait l'enseignant n'était pas remplacé, et du coup, nos enfants ils se sont retrouvés dans une autre classe. Et ils ont pas eu une vraie journée de classe. Oui, bien sûr. Et ça, c'est ça le problème. Ça s'accumule. Et ça, c'est son travail à la ministre. À une journée d'action le 1er février, unitaire, j'imagine, cette fois-ci. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu ? Nous appelons à OS UNSA sur ce critère-là. C'est-à-dire que nous appelons les collègues. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait un coup de poing un peu plus important pour être entendu de ces ministres qui vous méprisent ? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez un coup de poing. Nous, on est une grève unitaire, justement, un moment. Il y a une journée de grève. Enfin, nous, on a calé notre appel à la grève par rapport à ce que nous pensions qu'était l'état de la profession, qui se trouve ulcéré par ces attaques et par la remise en cause. Enfin, il faut bien vous rendre compte que pour les enseignants du public, ce qui est en train de se passer avec la réorientation. De vouloir faire une école qui permette plus, qui soit une école qui soit plus celle de la démocratisation, mais qui soit une école où on va avoir d'un côté les bons élèves et d'autres ceux qui ne sont pas en réussite. C'est le contraire de tout le projet qui fédère les enseignants du public. Quand on devient enseignant, c'est pour voir ses élèves réussir. Et donc, dans le contexte de cette entrée en matière de la ministre de l'Éducation nationale, avec sa remise en cause en expliquant qu'on met ses enfants dans le privé et son incapacité à faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire si on a un problème de remplacement dans le public, plutôt que d'expliquer qu'on a mis ses enfants dans le privé, qu'est-ce qu'on fait ? On va dire je décide la création d'un certain nombre de postes pour avoir des postes de remplacement. Et si j'arrive pas à recruter, je me dis que la fameuse revalorisation historique dont tout le monde était en train de se satisfaire, elle était peut-être pas à la hauteur de ce qu'attendaient les personnels. Merci beaucoup Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat des enseignants UNSA, d'avoir répondu à nos questions. On suivra bien sûr la journée de mobilisation du 1er février et l'avenir de l'école de la République. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.